Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On est reparti aujourd'hui pour une nouvelle deck tech, une deck tech un peu particulière. Nous ne recevrons pas un joueur, mais plutôt une joueuse déjà, qui ne joue pas le deck, mais qui, de par son expérience et pour l'avoir très souvent affronté, va pouvoir nous expliquer clairement et simplement son mode de fonctionnement. Et cette joueuse, je veux bien sûr parler de Domino. Salut Domino, Salut. est-ce que tu vas bien? Bah écoute, moi ça va bien. Et toi? Eh ben ça va super. Je te remercie beaucoup en tout cas de t'être proposé pour venir faire cette deck tech. Et tout d'abord, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour savoir un petit peu qui tu es? Donc moi c'est Domino, je fais partie de la team des chroniques. Je viens le mardi soir pour faire du gameplay commenté. Je fais aussi des tournois, pas mal. Je grind plutôt bien le format Duel Commander. J'ai eu l'occasion d'avoir quelques petites performances, principalement avec des decks bleus, ma couleur préférée. Et puis sinon j'adore Magic dans tous ses états, dans tous ses formats, de toutes les manières possibles. Donc voilà. Trêve de suspense. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Je suis là pour vous parler d'un général, Nivizet Reborn, aussi appelé affectueusement Nivizet 5C, parce que 5 couleurs, qui est un deck qui est assez important dans le paysage du DC en fait. C'est un deck qui peut avoir beaucoup d'aspects différents, de par sa structure, de par ses possibilités que donne 5C. On rappelle, un Niv Mizzet, c'est un dragon 6-6 pour les 5 manas génériques qui, quand il arrive sur le champ de bataille, va nous permettre de révéler les 10 cartes du dessus de notre bibliothèque. Et pour chaque paire de couleurs de ces cartes, on va pouvoir en choisir une de chaque et les mettre dans notre main et remélanger le reste dans notre bibliothèque. C'est ça, en fait, pour chaque guilde de Magic, Celestia, Boros et compagnie, je vais pouvoir récupérer une carte, en fait, qui représente cette guilde, mais pas plus, faut pas qu'elle ait de couleurs supplémentaires. L'idée, c'est à un moment donné dans la partie de résoudre ce gros dragon pour pouvoir récupérer pas mal de cartes en main. Ça va dépendre des versions, ça va dépendre de la chance, de la variance, de tout ça. Notre général est une récompense à ce qu'on a fait durant la partie. Et ce qui va être assez intéressant, du coup, comme je le disais, c'est qu'on peut avoir plusieurs spectres différents. On peut partir de packs qui vont être très midrangisants à base de menaces qualitatives, puisqu'en fait, vu qu'on a accès à 5 couleurs, bah, on a accès à de la qualité, que ce soit dans les menaces ou que ce soit dans les réponses. Ou alors partir même vers des versions plus contrôlisantes, ou en tout cas plus bleues, qui vont sacrifier de la qualité au niveau du trigger de Niv Mizzet Reborn. On va avoir un petit peu moins de cartes, puisqu'on aura plus de cartes monocolores, ou en tout cas pas bicolores. Par contre, on aura d'autres manières de se battre. Et entre tout ça, en fait, on va avoir la capacité de s'adapter au format, aux actualités du méta, parce que vu qu'on a accès à 5 couleurs, toujours de la même manière, on a accès à de la qualité, mais on a aussi accès à de la précision pour venir vraiment sniper des menaces très présentes dans un méta, et c'est ce qui va rendre Niv Mizzet Reborn très intéressant. Pour donner une idée, c'est un deck qui a vu sa qualité augmenter au fur et à mesure. La pierre angulaire de la mana base qui s'améliore, c'est notamment les triomes qui sont sortis avec Ikoria et qui ensuite ont été développés avec la fin du cycle en New Capenna récemment. On va pouvoir le développer grâce aux fèches, grâce au bilan, grâce à tout ça. Cette base stable, ça nous permet vraiment de pouvoir avoir accès à n'importe quel sort, à n'importe quel moment, si on maîtrise l'art du coup des fèches, de la mana base. C'est comme ça qu'on peut se permettre d'avoir des sorts à vert rouge, comme un Territorial Cavrou, et derrière faire par exemple un Drone in the Lock 2 tours plus tard sans trop de soucis. C'est ce qui va être vraiment intéressant. Ce qui ensuite a continué en fait à étoffer le deck, c'est la qualité des sorts, la qualité des menaces. On peut partir avec une liste témoin. Pour moi, c'est celle de Zoaz, qui est une liste qui va chercher à maximiser en fait le trigger de Niv Mizzet et qui va proposer en fait des menaces variées et des réponses assez polyvalentes. Quand je parle de menaces variées, en fait, on va partir sur des menaces qui peuvent arriver dès le tour 2, en la présence de l'unique, de Dranith Magistrate, qui est un problème pour le développement de l'adversaire. Et on peut continuer à développer, forcer en fait l'adversaire à devoir répondre à ce qu'on fait. Et ça va être vraiment intéressant. Et donc cette liste, pour moi, elle est témoin parce que c'est vraiment l'idée de je maximise l'effet de mon général. Après, ce qui va être intéressant, c'est aussi que sur beaucoup de listes, on va avoir des menaces là qu'on voit ici qui vont être reprises, mais aussi on va avoir des elfes, cette base d'elfes en fait qui permet à la fois de s'améliorer, de pousser en fait la proportion du deck à proposer des menaces assez activement. Ça aussi, ça a été amélioré au fil des années. Là, dernièrement, en fait, on a eu une Noble Hiérarche, mais avant, on avait Noble Hiérarche, Deathrite Shaman, Bird of Paradise. Plus tard dans la curve, on a aussi Fae Burrow Elder,
qui va permettre de faire potentiellement des grosses accélérations en mana, mais aussi du fixing, des choses vraiment intéressantes. Ça, on va le retrouver dans d'autres versions qui vont être, cette fois-ci, plus techées. On peut prendre comme exemple, sur le même tournoi que sur lequel j'ai pioché la liste de Zoaz, donc le tournoi des chroniques du Commander, il avait une liste qui lui était un peu plus personnelle, même base, c'est-à-dire qu'on va avoir des elfes, on va avoir des menaces efficientes, mais on va avoir un petit peu moins de cartes qui vont être strictement bicolores. On va avoir un trigger un petit peu moins intéressant. Par contre, on va chercher vraiment de la qualité dans tout ce qu'on peut. Fatal Push, Lightning Bolt, Spikefield Hazard, sans souple cher. Wash Away, en fait, des sorts à 1 très efficients. Et c'est ça, en fait, ils ont été choisis notamment par rapport à la méta actuelle, qui est une méta où Gris, Terrafine font froid. Et du coup, ces cartes-là étaient plutôt pas mal pour venir attaquer ces decks. Là, on est sur une version qui a plus pris l'idée de s'adapter au méta, d'avoir peut-être un trigger moins intéressant, mais d'avoir des cartes qui sont un petit peu plus violentes par rapport à des packs très ciblés. Et après, on va avoir aussi une dernière version qui existe. Alors en général, pareil, il y a des elfes, mais celle-ci, elle va en proposer qu'un seul, c'est Deathray Shaman. Cette version, c'est les versions à base de contres qui vont chercher des parties plus contrôlisantes, qui vont chercher à pouvoir être plus dans la réponse que dans la menace. Justement, en fait, les menaces, on les oublie. Dans le deck, on va avoir en tout et pour tout une dizaine de permanents qui viennent agresser l'adversaire, ou en tout cas mettre une présence sur le board, mettre une présence dans la partie. Et on va vraiment faire une partie beaucoup plus dans la réponse, beaucoup plus dans cette idée que Niv, c'est une menace de fin de partie toute seule, en fait. On n'a pas la même philosophie à ce moment-là. Ok, donc là, tu as bien expliqué un petit peu les bases du deck. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur les menaces qui concernent ce deck, justement, parce que je suppose que ce n'est pas que ça. Niv Mizzet, c'est pas juste un dragon 6-6. Il faut qu'il y ait à côté un petit peu de pression qui vienne des 99 cartes pour justement remporter la victoire. Comme je l'ai dit, il y a les bases elfiques qui sont quand même très présentes. Parmi les cartes qui sont récurrentes, qu'on voit dans ces decks-là, on a notamment Léovold, Omnat, qui sont là pour driver un petit peu le rythme de la partie, quoi qu'il arrive, qu'on ait une version qui soit plus midrangisante ou plus contrôlisante. On voit aussi souvent Scion of Draco, qui est quand même une menace à vraiment pas cher dans ce genre de deck. En général, il est casté à 2 mana. Ça va être très présent. Et après, en termes d'interaction, on va souvent chercher des interactions qui sont assez polyvalentes. Engrass Rampage, qui va être soit un édict, un effet édict en tout cas, pour les artefacts, pour les créatures ou pour les Planeswalkers. On peut aussi avoir de la qualité avec des cartes comme Dovin's Veto, un compte parfait, entre guillemets. C'est vraiment ce qu'on appelle du good stuff. Et ça va toujours se retrouver. Même quand vous prenez une version bleue, la version bleue, en termes d'interaction, elle aura les interactions les plus qualitatives possibles dans le format, à défaut d'avoir des menaces en quantité. On va plutôt chercher à épuiser notre adversaire au fur et à mesure sur une partie plus longue. On peut parler de cartes un petit peu particulières qui font pas toujours consensus. On va avoir des versions midrangisantes qui vont jouer ou pas Giganta. C'est un compagnon qui a la possibilité en fait d'être joué, mais il ne faut pas avoir de carte qui propose plusieurs fois le même symbole dans son coup. Mais en contrepartie, ça va venir répondre à d'autres situations. Après, parler principalement de cartes au cas par cas, comme on l'a dit, c'est un peu une soupe d'interaction, une soupe de bonnes cartes. Redboard, Ripapart, Witherbloom Command, Maelstrom Pulse, Vindicate, tout ça, c'est des cartes très très fortes du format. Sur les arpenteurs, on peut y revenir un petit peu. L'idée, c'est toujours la même chose, c'est d'avoir des arpenteurs qui soient ou menaçants, ou qui viennent chercher en fait à corriger des faiblesses du pack. Typiquement, on va avoir Vrennen Six, Gris, Toko, des cartes à la fois menaçantes sur le long terme, c'est des cartes qui vont gangréner la partie, que ce soit en tant que réponse ou en tant que menace. Et après, on va avoir des Planeswalkers qui vont être un peu particuliers. On peut avoir Domri et Teferi qui sont là pour vraiment s'abattre contre les match-ups bleus. Ces cartes-là, en fait, vont permettre de pouvoir résoudre nos cartes tranquillement sans s'inquiéter des contre adverses. C'est assez important parce que le format est quand même assez bleu dans son ensemble. Et après, on va avoir d'autres arpenteurs un petit peu moins utilisés. Minskenbu qui est en train de faire son nid tranquillement. Teferi et Rod de Minaria. Des gros arpenteurs un peu plus lourds parce que qualitatifs, parce que capables de répondre à des problèmes ou en tout cas de présenter une menace assez violente à notre adversaire. Alors là, tu viens d'expliquer un peu les grosses cartes qui vont composer la plupart des decks, que ce soit les decks midrange ou les decks contrôle. Je suppose que pour les decks midrange, il doit y avoir des créatures et que pour les decks contrôle, il doit y avoir des sorts. C'est quoi justement ces sorts et ces créatures qui composent le squelette d'un deck Niv Mizzet midrange ou d'un Niv Mizzet contrôle ?
on voit deux principes différents. On va voir les listes qui vont avoir beaucoup de créatures et les listes qui, à l'inverse, vont pas en avoir. Celles qui ont beaucoup de créatures, c'est celles qui vont avoir de la rampe. Et derrière, on va proposer des créatures à 2 mana, des créatures à 3 mana, des créatures à 4 mana, qui vont être menaçantes ou adaptées au format. On va avoir du Dunic, du Dranic Magistrate, du Meddling Mage, du Khazali Prime Mage. Ça, c'est 4 créatures qui sont à la fois des créatures capables d'attaquer, donc de proposer une pression à l'adversaire, et en même temps qui vont avoir un côté très disruptif, d'une certaine manière. On peut aussi avoir Valky et Voice of Resurgence qui vont avoir cette même idée. Toujours dans cette même idée, on est sur un deck mid-range, donc capable de mettre de la pression, mais capable d'empêcher l'adversaire de jouer. À côté de ça, on va avoir des créatures à 3 mana. Clotis, par exemple, c'est pas vraiment une créature, c'est surtout un enchantement qui va être là durant la partie pour venir dire à votre adversaire, bah écoute, si tu veux jouer avec ton cimetière, il va falloir que tu joues avec lui, mais très vite. Tu peux pas avoir des plans sur le long terme avec ton cimetière. Night of Autumn, Spellcaller, des cartes qui vont venir répondre à ce que fait votre adversaire. On va également avoir des cartes, dans l'effet drop 3, qui vont être des cartes de card advantage, donc de value. Florian, Renegade Rallier, Général Ferrous Rokirik, Shardless Agent. Elles vont à la fois être capables de mettre de la pression, mais aussi de récupérer une carte, de jouer une carte supplémentaire, de générer un token. On essaye en fait de noyer notre adversaire sur ce mélange de gestion, CA, pression. Toujours, au fur et à mesure. Derrière, on va avoir des drop 4 qui vont pareil essayer de noyer notre adversaire. Bloodbraid Elf, Omnat. On peut parler de Sion of Draco. Ce Sion of Draco, l'idée c'est qu'il soit jouable à plusieurs moments de la partie, mais surtout on va essayer de le jouer à 2 mana. Là, on a parlé de créatures qui étaient principalement bicolores, mais on peut aussi avoir des créatures un petit peu plus particulières. La version d'Hannibal, en fait, on l'a vu, il y a Opposition Agent, Hullbreacher, qui vont venir en fait abattre certains paquets. Opposition Agent, principalement pour Grist, par exemple, mais aussi simplement parce qu'il y a des fetch dans le format. Et Hullbreacher, qui est vraiment une carte clé face à des cartes comme Skullclamp, qui est joué par exemple toujours dans Grist, mais également face à Raffine en réponse à un trigger d'attaque. Dans cette même version, on voit qu'il y a différents slots, un peu dans le même acabit que le Breacher, en la présence de Léovold, mais aussi de la Gravate un petit peu différente avec Kunoros, qui va pouvoir abattre des stratégies comme 4C Breach, parce qu'il va empêcher l'adversaire de jouer des cartes depuis le cimetière. A l'inverse, on va avoir des versions qui vont avoir très peu de créatures. C'est souvent les versions qui vont jouer des contre-sorts, parce que quand on va être dans l'interaction, on ne peut pas avoir autant de créatures. C'est un parti pris, c'est une stratégie. L'idée, c'est qu'on va conserver des cartes de qualité, par exemple Voice of Resurgence, Belfoustrix dans cette version. On va aussi avoir d'autres cartes un petit peu particulières. On va avoir Snapcaster Mage, on va également avoir Fury, capable de vrasse le board adverse. Ça, c'est la base créatureuse. Mais il va aussi y avoir tout ce qui va être la partie éphémère rituelle. Sur les versions créatureuses, on va avoir un truc assez présent, c'est que les éphémères rituels, ils sont principalement tournés soit dans la génération de cartes d'advantage, de pioches finalement, ou alors sur la gestion du board. On va avoir quelques contresorts. Nos gestions, nos interactions sont tournées vers ce qui se passe au niveau du champ de bataille. Prismatic Ending, Dreadbore qui est très classique, on peut avoir du Maelstrom Pulse ou du Vindicate qui sont des gestions plus que polyvalentes, des gestions un petit peu plus qualitatives en termes de curve, moins chères, avec Fatal Push, Lightning Bolt, toujours dans la polyvalence on va avoir Abrupt Decay ou Assassin's Trophy. On peut également parler de cartes un petit peu plus particulières comme Tyrant's Scorn, Recoil, vraiment toute cette idée qu'on est capable de gérer le board adverse, gérer ce qu'il va présenter, créer des opportunités au fur et à mesure. Kai Asgael qui est capable de gérer le cimetière, c'est un peu une exception à la règle. Les contres dans ces versions sont vraiment moins présents. On a Drone in the Lock, on a Dovin's Veto, on peut avoir Decisive Denial, ça se compte sur les doigts d'une main, c'est très peu. A l'inverse, si on prend les versions bleues, là c'est tout un florilège de gestions diverses et variées. On parle de Fatal Push, on parle de Lightning Bolt, Abrupt Decay et Assassin's Trophy. Par contre, au niveau des contres, là, on fait peau neuve, on a vraiment beaucoup plus de capacités. Wash Away, Spell Snare, Counter Spell, Evasive Action aussi qui est super bien, parce qu'il faut rappeler, le domaine c'est quelque chose qu'on a assez facilement dans ce deck-là. On peut aussi avoir des Mana Leak, des trous de mémoire, il y a beaucoup de possibilités. Force of Will, Force of Nay. Dans le format, les joueurs ils apprécient quand même beaucoup avoir des sorts gratuits qui vont apporter un gros gain de tempo et qui vont pouvoir protéger des plays proactifs, comme par exemple un If Mizzet à 5 mana, joué au tour 5, sans mana up, bah ça va être protégé du coup par une Force of Will.
Et après, on va avoir quelques sorts qui vont créer de la qualité, du CA, Expressive Iteration, des Finning Clarion, des Supreme Verdict, qui vont venir aussi générer du CA, on l'espère, dans ce genre de deck. Et également, dans la version bleue, on va se permettre du coup l'ajout d'un permanent un peu particulier, c'est Shorikai, qui peut également en fait finalement être dans la version midrange, ça va dépendre des besoins. En dehors de Niv Mizzet, on a souvent pas beaucoup de pièces de CA, et donc du coup si on se le fait contrer, si on se le fait gérer, ou qu'il n'arrive pas à arriver sur le champ de bataille pour X ou Y raison, bah en fait on n'a pas de générateur de CA et ça peut être un souci. Et donc Shorikai et d'autres Planeswalkers dont on a parlé avant viennent prendre cette place. Je parle de Shorikai en tant qu'artefact, mais on peut aussi parler de certains artefacts qui peuvent être joués dans le deck. Dans la version d'Hannibal qui est présente ici, on voit une chromatique lanterne, mais il n'y a pas que ça. Arcane Signet, notamment, peut être joué dans le pack pour le fixing, mais aussi pour se battre face à des cartes un petit peu particulières du format. Merci Domino. Je pense que tu as très bien expliqué ce qui compose la plupart des decks Niv Mizzet. Comment toi maintenant, de par ton expérience de joueuse, tu situes le Niv Mizzet dans la méta du Duel Commander ? C'est assez difficile à dire. J'aurais envie de dire qu'une version qui est capable de gérer les menaces principales qui est en face. Dans le méta actuel, on va avoir Grist et Raffine, qui sont des decks qui sont capables d'avoir beaucoup de menaces. Donc une version qui est capable de bien gérer ces menaces-là serait potentiellement plus intéressante. Donc pourquoi pas les versions bleues. Mais ça, c'est un petit peu un biais que je vais avoir parce que je vais beaucoup apprécier les stratégies bleues à base de contre. Après, de manière générale, dans ce méta-là, et comme dans tous les autres métas, Niv Mizzet, ça va rester un bon deck, voire un très bon deck. Comme on l'a dit, c'est un deck qui va chercher son avantage dans la qualité de ses cartes. On a la capacité de s'adapter à n'importe quelle situation. Et ça, c'est le gros avantage de 5 Niv. On a de la qualité, on a de la polyvalence, on peut tout faire. À partir de là, c'est un très bon deck pour battre les decks tiers 2. Tout ce qui va essayer finalement de s'attaquer à ces decks-là, parce qu'on va avoir des stratégies midrange, des stratégies aggro, Niv Mizzet va vraiment avoir l'avantage de pouvoir se battre contre ça. Par contre, quand le deck en face, il va avoir un power level qui va être un peu trop fort, c'est là où le build prend sens. Par exemple, la partie tech qu'a fait Hannibal sur son deck, elle a du sens. Il se dit qu'il va sacrifier de la qualité de cartes, ou en tout cas des cartes de la polyvalence, pour venir vraiment chercher des match-ups précis qui les feraient. Pour moi, 5 Niv, c'est un deck qui est très intéressant parce qu'en fait, il va être capable de se battre contre les decks génériques qu'on peut trouver dans le format DC, les decks que Monsieur Tout le Monde peut jouer. C'est même d'ailleurs ces decks-là contre lesquels Niv Mizzet va briller. Et ce qui va le rendre assez intéressant également, c'est que quand il va venir se battre contre des decks tier 1, donc les decks les plus hauts dans le format, on parle de Raffine, on parle de Grist, on parle de Tivit, de Storm avec Will Lucalurus. Récemment, on peut aussi dire que Monored va probablement revenir avec la disparition de Minsk. Tous ces decks-là, en fait, selon à quoi on s'attend lorsqu'on build, du coup, 5 Niv, on va pouvoir trouver des petites pépites, des petites cartes un peu techie, qui vont venir vraiment s'attaquer à ces decks-là. Et c'est assez important, parce que du coup, c'est ce qui va rendre ce deck-là capable de matcher, en fait, finalement, le haut du panier. C'est pas facile, c'est pas forcément toujours donné, mais c'est sa manière à lui de se placer. C'est un petit peu le deck, il est entre deux eaux. C'est pas un tier 2 parce qu'il est souvent plus fort que tous les autres tier 2. C'est pas non plus un tier 1 parce qu'en fait, il y a des stratégies qui sont beaucoup plus puissantes dans ce qu'ils font. On va dire que ça pourrait être un tier 1.5, imaginons. Abordons maintenant le cas de match-up si tu veux bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? En fait, on va prendre le cas du crash test pour moi dans le format Monored. C'est un des packs, vous devez savoir comment vous vous comportez contre lui. Contre les sorties créatureuses, on a assez de removal, on va avoir de la qualité d'interaction et des menaces qui sont souvent plus grosses que les siennes. Par contre, on va avoir peut-être des difficultés, selon notre liste, à se battre contre des versions plus burn, qui vont venir chercher en fait une partie peu interactive avec nous. Et si on n'a pas de source de gain de vie ou une pression suffisante pour aller plus vite que notre adversaire, on va galérer. Également, il faut savoir que vu qu'on joue 5 couleurs, on a une mana base qui ne respecte pas du tout des effets comme Blood Moon et Magus of the Moon. Vis-à-vis de ça, il y aura quand même quelques cartes qu'on n'aura pas envie de voir en face de nous. En ça, je dirais que c'est pas toujours si simple de se battre du coup contre Monored. On va avoir les packs du moment. On va avoir Grist. On peut l'aborder comme un midrange qui est des possibilités de jouer de manière un peu unfair.
on pense à Ogak, on pense à Contamination. Contre ce genre de deck, je dirais que être dans l'interaction, c'est probablement un peu meilleur. L'adversaire a beau être récursif, nous, on est censé avoir une bonne qualité de réponse à ce qu'il fait, et une capacité aussi à récupérer un certain avantage grâce à Niv 7. Une version bleue, j'imagine, serait donc un peu meilleure. Quand on va jouer contre Raffine, là c'est un peu particulier parce qu'on a un pack tempo face à nous, assez rapide, ou en tout cas qui snowball de manière assez forte. C'est-à-dire que les premiers tours vont être cruciaux et il faut vraiment avoir des mains qui soient jouables de bout en bout, avec une bonne tempo également. Ça veut dire qu'avoir accès à des elfes, c'est bien, ça va nous permettre de tourner autour des taxes comme Manatas, comme Force Spike, comme Spell Pierce. Ça veut également dire qu'être capable d'avoir des menaces qui bloquent le board, c'est plutôt pas mal, parce que ça va ralentir le développement de l'adversaire, on va être potentiellement capable d'aller plus vite que notre adversaire, ou en tout cas de lui poser des dilemmes. Également, tous les petits sorts à 1 mana qu'on va avoir, ils vont nous permettre de mieux curver des situations en fait où on va pouvoir faire 2 sorts par tour. À partir de là, j'aurais tendance à retirer la version bleue face à ce deck et plutôt opter pour une version plus créatureuse si je pense en voir dans mes tournois. Contre Tivit, c'est super difficile je pense, peu importe la version qu'on va jouer. Il a également accès à de très très bonnes interactions, ce qui veut dire que nos menaces ont peu de chances de passer, mais également que les versions bleues de Niv Mizzet, elles ont un gros souci structurel, elles jouent peu de card advantage. En général, notre Niv Mizzet ne résoudra pas dans ces parties-là, ce qui est un gros problème. Si on joue des menaces, il va les gérer, si on joue dans la réaction, il va patienter, et à ce jeu-là, il est probablement meilleur que nous. Contre du coup le dernier pack qui me semble être majeur mais pas beaucoup joué, on va parler de Storm. C'est un petit peu particulier parce qu'en fait nous on joue midrange et lui il joue une stratégie unfair, une stratégie combo et on va pas forcément avoir 10 000 armes pour se battre contre ça. Pour moi les versions bleues de Niv Mizzet à ce moment-là sont très désavantagées parce qu'elles vont pas avoir assez de menaces, mais même en jouant une version plus créatureuse on aura quand même des difficultés. On peut aussi parler du coup du cas des packs un peu particuliers comme Sveltepath. Sveltepath, c'est un pack qui va avoir des match-ups très polarisés. Et notamment en fait contre Niv Mizzet, en fait, ce qu'il va falloir avoir, ça va être des gestions qualitatives pour les enchantements, les auras. D'une part, en fait, il va avoir des auras clés à avoir sur le champ de bataille pour gagner la partie. Et après, ce qui va être aussi très intéressant, ça va être les contres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous contrez un aura de Sveltepath, il n'y aura pas en fait de trigger de Sveltepath qui fait qu'il va chercher un autre aura. Donc contrer le premier aura, contre également entre guillemets le deuxième. En ça, je dirais que les versions bleues sont plus avantagées contre ce genre de match-up. On pourrait parler d'autres decks, mais c'est les principaux qui me viennent en tête dans les méta actuels. Un deck de Duel Commander, c'est un deck en perpétuelle évolution. Et là, justement, ça tombe bien, puisque Dominaria Uni est sorti il y a très peu de temps. Est-ce que toi, tu as vu des cartes qui pourraient potentiellement rentrer, justement, dans les decks Niv Mizzet, qu'ils soient contrôle ou midrange ? On va avoir un petit artefact, c'est l'Obsidian Obelisk, qui pour moi est très intéressant pour les versions qui vont chercher à maximiser du coup le trigger de Niv Mizzet. Ça fait un deuxième Arcane Signet, et comme on l'a dit, on est sensible à des plantes type Bloom Moon, type Contamination, et ce genre de carte, du coup, ça nous donne une possibilité de revenir de ce genre de plan de jeu. Jason Cartalion, qui va dire que lorsque vous jouez un sort multicolore, vous allez faire un regard 1. Si ce sort avait toutes les couleurs de mana, vous allez pouvoir du coup faire un ange, quel cas de vigilance, vol. La dernière capacité, ça me paraît un petit peu moins intéressant, c'est surtout pour les 2 premières capacités qui sera assez cool. On va également avoir en sortie un peu intéressante, là ce serait plus pour la version bleue, Ertai Resurrected. C'est pas forcément idéal, parce qu'on veut rarement faire piocher notre adversaire. Ça fait partie des cartes bicolores qu'on pourrait trouver sur le trigger de Niv Mizzet, et qui en même temps créent de l'interaction, et une menace à la fois. Ça peut être potentiellement à réfléchir. Une carte un petit peu particulière aussi, qui valorisera finalement la construction de votre deck, ça va être le canon à mana. L'idée c'est quoi ? L'idée en fait c'est d'avoir un moyen détourné de créer potentiellement du card advantage. Parce qu'à chaque fois que vous allez jouer un sort, imaginons à 2 couleurs, vous allez infliger 2, donc un choc. Ce choc, il va aller où ? En fait, il va aller dans des petites créatures de votre adversaire, ou alors il va générer de la tempo, parce qu'en fait, vous allez gérer et menacer les points de vie de votre adversaire. Ça va peut-être pas faire assez de dégâts pour gérer toutes les menaces qu'on voudrait gérer, et en même temps, c'est assez intriguant pour au moins le tester, au moins le regarder. Un peu comme Jason Cartalion. Probablement une des meilleures cartes qui soit ajoutée à l'archétype, ou en tout cas au deck. On va parler de Leyline Binding, qui est un enchantement pour 6, qui va probablement pouvoir se jouer pour 1,
parce qu'en fait, il a le domaine qui dit que cet enchantement coûte 1 de moins à lancer, du coup, par type de terrain de base qu'on possède. C'est un enchantement qui, lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, exile un permanent non-terrain qu'un adversaire contrôle jusqu'à temps qu'il quitte le champ de bataille. On parle d'une gestion plus que polyvalente à 1 mana. On parlait tout à l'heure de cartes à 1 mana qui étaient importantes pour avoir un rythme dans la partie, comme Fatal Push ou comme Lightning Bolt. On est carrément dedans. Est-ce que tu penses que pour un deck comme Nivette, qui est un deck 5 couleurs, on peut espérer une option budget pour ce genre de deck, ou pour toi, c'est pas forcément possible? Je pense que dans l'absolu, c'est toujours possible de faire une liste un petit peu budget. Par contre, il faut être conscient de ce que ça va rendre. Clairement, vous perdez beaucoup de puissance dans le pack si vous êtes obligé de remplacer tous les bilands. Donc du coup, c'est la principale source de problème par rapport au budget, ça va être les bilands. Vous allez perdre en stabilité, perdre en qualité pour ce deck. Je trouve très difficile finalement de proposer une liste budget pour ce deck. Eh bah pas de soucis, ça arrive. Ouais, ça arrive, c'est un peu embêtant, mais on aimerait bien souvent avoir des decks budget dans tous les sens, hein, que ce soit toujours accessible. Celui-là, il fait pas vraiment partie des decks budget, c'est plutôt les decks où il va falloir arriver à se faire prêter des cartes, à se faire prêter des bilands. Pour autant, je pense que c'est super sympa de savoir se battre contre. Eh bien merci Domino pour ces explications. Je pense que tu as été très clair sur comment jouer Niv Mizzet, comment le construire et comment l'affronter ou comment affronter des adversaires en tournoi. Si les gens ont envie de parler avec toi, que ça soit sur Niv Mizzet, même si c'est pas toi qui le joue, ou sur tes decks, ou pour d'autres raisons, est-ce qu'il y a un endroit où ils pourraient te retrouver justement? Déjà, on peut me trouver sur Discord, hein, Domino, c'est facile. Donc, si vous êtes sur le Discord des Chroniques du Commander, je fais partie des chroniqueurs. Donc, par extension, vous pouvez me trouver ici. On peut également me trouver sur Twitter, que je regarde souvent, contrairement à ce que je peux laisser penser à l'instant. Mais je le regarde assez souvent. Donc, s'il y a besoin de m'envoyer un message sur quoi que ce soit, moi, je suis ouverte, il n'y a pas de souci. Sachant que je suis ouvert à tout dans Magic. Donc, même faire des trucs un peu débiles. Ou beaucoup plus sérieux, voir les deux en même temps, ça me plaît. On rappelle également que Domino joue également le mardi soir, que ça soit avec des decks compétitifs ou des decks un petit peu moins compétitifs, il faut le dire. Je vois pas de quoi tu parles. C'est tout pour nous, merci de nous avoir écoutés. On rappelle que si vous avez un général que vous souhaitez voir dans une deck tech, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on essaiera de l'amener prochainement en vidéo. N'hésitez pas également à venir sur le Discord pour discuter avec nous, que ce soit sur cette deck tech ou sur d'autres générales. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir le mardi soir à partir de 20h en live sur Twitch toutes les semaines où nous parlons et surtout jouons en Duel Commander avec Domino, mais il y a d'autres gens comme Spigush, Louis Guichard ou encore Alicanto. C'est tout pour cette vidéo, merci encore une fois de nous avoir écoutés. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle deck tech et d'ici là, portez-vous bien, on vous fait de très gros bisous et on vous dit à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous. Bye, merci.